Jean Errard, depuis quelques années, on voit que le débat sur l'esclavage est un débat qui devient de plus en plus prégnant, pas seulement dans le monde académique ou le monde universitaire, mais également dans les médias, à la télévision. Il y a quelques années, une loi a été promulguée condamnant l'esclavage transatlantique. À votre avis, qu'est-ce qui fait que l'esclavage prend une importance telle dans les débats, je dirais, grand public, alors que ce sont des choses dont on entendait beaucoup moins parler il y a 10, 15 ou 20 ans? Peut-être la chose était liée à l'éveil d'une conscience collective des populations actuelles, des régions autrefois coloniales où l'esclavage a sévi, qu'il s'agisse des Antilles françaises, pour rester dans le domaine français, des Antilles françaises ou de la Guyane. Je pense que c'est lié. C'est lié aussi, sans doute, à un sentiment de marginalité ou de marginalisation que peuvent éprouver les citoyens de ces régions, ces départements lointains, départements d'outre-mer, lorsqu'ils viennent s'installer en métropole et qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas considérés exactement comme des citoyens à part entière, que ce soit dans la vie quotidienne, dans certaines manifestations de chasse aux faciès ou dans la vie professionnelle. Je pense que tout cela est lié. Il y a probablement un lien entre la conscience collective qui s'est éveillée dans les territoires d'outre-mer, où il y a des descendants nombreux d'anciens esclaves, et la conscience collective de ce qu'on appelle parfois les communautés antillaises ou guyanaises ou l'Afrique noire sur le sol métropolitain, avec tout cela lié à ce resserrement, cette fragmentation de la société française aujourd'hui qui tend à ce que le principal regarde avec suspicion et méfiance ce qui est ceux qui sont ressentis comme des autres. Je pense par exemple à un manifeste publié il y a quelques années dans Le Monde, le manifeste des indigènes de la République. L'expression était toute entière, assurément, elle pouvait choquer, elle m'a choqué moi-même, et elle était quand même essentiellement juste. Et je pense que tant que l'idéal républicain ne sera pas pleinement réalisé, d'égalité, de liberté et de fraternité de tous, quelles que soient les origines ethniques ou religieuses et la couleur de la peau, on verra ressurgir de temps à autre des problèmes de ce genre. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'esclavage qui manifestement occupe une grande place dans la conscience et la réflexion contemporaine. Il existe du reste un haut comité de la mémoire de l'esclavage. Je crois que son existence est tout à fait légitime, mais pour ma part, je récuse, je le dis dans mon livre, je récuse ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Je récuse ce qu'on appelle le devoir de mémoire parce que la mémoire peut être trompeuse, la mémoire peut être fallacieuse. Ce qui m'apparaît fondamental, c'est le devoir d'histoire. L'histoire est par définition critique, ce que la mémoire n'est pas. Et donc, d'accord pour analyser les réalités de l'esclavage colonial dans tous ses aspects, en particulier au XVIIIe siècle, puisque c'est l'âge d'or, si on peut dire, si on fait l'âge d'or pour certains, ceux qui en profitaient de cette institution, mais on ne peut pas se contenter de s'envoyer ses ancêtres à la figure de part et d'autre, les uns affirmant que ces ancêtres étaient des gens généreux qui ont fait ce qu'ils ont pu pour condamner la chose et l'abolir, et les autres se drapant dans leur dignité douloureuse de descendants d'esclaves. Ça ne conduit à rien. Je suis très sensible à tout ce qui relève de la mémoire collective, et du reste, une de mes activités d'historien, avec des collègues au fil des années, a été pendant toute une période l'étude historique de représentation collective. Comment sont représentés les Gaulois au XVIIIe siècle, par exemple, et au XIXe. J'ai participé
l'organisation d'un colloque important, je crois, dont le titre était Nos ancêtres les Gaulois, entre guillemets, bien sûr, bon, et autre chose de ce genre. Donc ça me paraît très important. Il n'y a pas d'histoire sans mémoire. Mais il peut y avoir de la mémoire sans histoire, sans approche historiographique véritable, et cela, ça me paraît très dangereux. Ça prête à toutes les manipulations, à tous les malentendus, et à tous les conflits éventuellement fratricides. Je vous remercie.